Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Auger, je suis professeur d'économie et de finance. Bienvenue dans cette troisième partie du cours La monnaie reconsidérée, le symbolisme de l'argent. Ceci est la session numéro 10, l'argent comme filtre réducteur, être riche ou pauvre, Napoleon Hill. Tout d'abord, commençons avec l'argent comme filtre réducteur. Si nous imaginons que nous, les humains, souhaitons satisfaire nos besoins, quels sont ces besoins? Regardons cette pyramide, qui est la pyramide de Maslow, qui commence à la base avec les besoins les plus fondamentaux, les plus essentiels. Ensuite, les besoins évoluent. Nous avons des besoins de sécurité, de santé, des besoins d'amour, de famille, de relations, le besoin d'être apprécié par les autres, et finalement le besoin de réalisation personnelle. Ces besoins sont des besoins psychologiques et physiologiques fondamentaux. Ce sont ces besoins-là que nous avons besoin d'assouvir. Donc, quel est le rôle de l'argent dans l'assouvissement de ces besoins? Ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, eh bien, le filtre de l'argent, c'est-à-dire l'accès à l'assouvissement de ces besoins, passant par l'argent dans nos économies modernes, fait que l'argent lui-même devient un des objets de convoitise dans la panoplie des besoins et des désirs humains. Donc l'argent s'immisce dans cette pyramide alors qu'il n'y a pas vraiment sa place. De cette façon-là, l'argent est un perturbateur psychologique qui fait que on convoit l'argent, il devient une obsession et il peut mener à des comportements, on va dire, psychopathes ou des comportements antisociaux. Qu'est-ce qu'on appelle le filtre réducteur? C'est donc l'idée que cet argent, cet objet, comme il est un perturbateur psychologique, il va devenir un filtre. Et donc, le filtre réducteur va faire que eh bien, la personne va se focaliser plutôt sur la satisfaction des besoins primaires, des besoins matériels, plutôt que sur la satisfaction des besoins qui sont plutôt au sommet de la pyramide de Maslow. L'argent est aussi vu comme une convention sociale par Karl Marx. L'argent, selon son opinion, transforme les interactions sociales en interactions commerciales, et l'argent est un instrument de répression et de domination par les élites financières. Si on remonte un peu plus loin, le philosophe grec Aristote appelle cette obsession avec l'argent, qui fait partie maintenant de cette panoplie de besoins, il appelle cette obsession avec l'argent la crématistique. Regardons cette image des monnaies hélicoptères et essayons de voir ce qu'elle symbolise vraiment. Parlons du paradoxe de l'argent versus la richesse. Si le gouvernement distribuait l'argent à tout le monde de façon à ce que chacun devienne millionnaire en unité monétaire, alors les gens ne seraient pas plus riches. Le prix des biens et des services serait multiplié de façon à ce que le pouvoir d'achat de tous reste identique à ce qu'il était auparavant. En quelque sorte, cela veut dire que la richesse monétaire provient d'un pouvoir d'achat inégal en unité monétaire. Donc, sur quoi est fondée cette distribution inégale de l'argent? Soit elle est fondée sur le fait que certaines personnes fournissent un service ou des biens qui ont plus de valeur, cette valeur étant générée par leur talent, par la chance qu'ils ont eue, et aussi les choix qu'ils ont faits. Bien entendu, pour que ces produits aient de la valeur, soit ils font l'objet de perfectionnement technologique, d'évolution technologique, ou ils font l'objet peut-être d'une campagne subtile de marketing qui rend ces objets désirables auprès des consommateurs. Dans tous les cas, cette personne qui insuffle cette valeur dans ses biens et services
a une sorte de talent différenciateur qui fait que ça lui permet d'accumuler plus d'argent. La deuxième solution, c'est le contrôle de la masse monétaire pour répartir cette masse monétaire à une partie de la population qui en bénéficie plus que l'autre. Donc évidemment, la première option semble un peu plus éthique, un peu plus méritoire que la deuxième, mais voyons ce qui se passe si jamais dans l'économie, eh bien, on essayait de distribuer plus d'argent. Nous avons l'exemple de la Révolution française. Durant la Révolution française, en 1790, une nouvelle monnaie est créée, l'assignat, c'est une monnaie papier, qui est créée d'un montant de 400 millions, qui est adossé à la valeur hypothécaire des biens publics. Donc, tout va bien jusqu'à présent. En 1791, la planche à billets fonctionne, il y a plus d'1,2 milliard de billets en circulation, et en 1792, 2 milliards, ainsi de suite, jusqu'à atteindre 40 milliards de billets en circulation, qui fait que la valeur de la monnaie de chaque billet a diminué quasiment à zéro. Donc les personnes qui sont millionnaires en termes d'avoir des millions et des millions de billets d'assignats en leur possession ne sont pas vraiment millionnaires, ils sont pauvres. Autrement dit, ce dont la France fait face à cette époque-là, c'est l'hyperinflation. L'hyperinflation qui signifie que la valeur de la monnaie a décru quasiment tout au point zéro. Parlons de la richesse et du bonheur. C'est une question importante. L'argent fait-il le bonheur? Eh bien, on a une recherche qui a été faite par les économistes Sachs, Stevenson et Wolfer en 2010 qui utilise des données sur 166 pays et montre que les gens qui ont plus de ressources financières semblent être plus heureux. Alors, une comparaison interpays et une comparaison au sein d'un même pays entre diverses couches sociales. Par contre, des psychologues ont fait des recherches intéressantes qui montrent que les gens qui sont plus affluents en quelque sorte, ont plus de mal à apprécier les petits plaisirs de la vie. Ça veut dire que leur sens du plaisir s'émousse en ce qui concerne les plaisirs habituels. Donc, ils ont besoin de stimulation constante. Une autre étude montre que pour accroître son niveau de satisfaction par le même montant, il faut 50 à 100 fois moins d'argent pour une personne qui fait partie du milliard de personnes les plus pauvres sur la Terre, par comparaison à un Américain moyen. Donc, quelles sont les conclusions à tirer de ces expériences sur l'argent fait-il le bonheur et sur la capacité d'allouer certaines sommes d'argent pour peut-être aider un segment de la population à améliorer leurs conditions de vie et à se sentir mieux. Parlons maintenant de Napoleon Hill et du New Thought Movement. Napoleon Hill est un auteur américain dans le courant littéraire du développement personnel qui a écrit sur le sujet de la réussite sociale et la richesse. Son ouvrage Think and Grow Rich a été un best-seller mondial pendant une 50aine d'années. Napoleon Hill présente une approche empirique des processus mentaux qui permettent d'ouvrir les portes d'accès à la richesse sous toutes ses formes, à la fois matérielle, mais aussi applicable en termes de santé physique et mentale et des relations avec nos proches. Son approche s'inscrit dans le New Thought Movement, c'est-à-dire un courant psychophilosophique qui est né dans les années 1830 aux États-Unis, qui prône l'importance d'une attitude mentale positive face aux vicissitudes de la vie et qui permet de surmonter ces vicissitudes plus facilement. Le but est de créer une expérience de vie en harmonie avec nos aspirations profondes les plus nobles. Le plus grand pouvoir entre vos hémisphères cérébraux. Napoleon Hill raconte sa rencontre qui a changé sa vie
avec le milliardaire industriel Andrew Carnegie. Carnegie est un des grands personnages du début du XXe siècle qui est associé à la révolution industrielle et qui, plus tard dans sa vie, est devenu un grand philanthrope et qui, depuis, a inspiré des personnages comme Bill Gates et Warren Buffett à suivre la même trajectoire. Andrew Carnegie révèle alors à Napoleon Hill un secret caché en pleine vue, celui du plus grand pouvoir qui est à notre disposition en tant qu'être humain. Eh bien, non, ce n'est pas l'intelligence de notre cerveau. Qu'est-ce que ce plus grand pouvoir? Voici ce que Andrew Carnegie dit. Permettez-moi d'attirer votre attention vers un grand pouvoir qui est sous votre contrôle, un pouvoir qui est plus grand que la pauvreté, que le manque d'éducation, plus grand que toutes vos peurs et superstitions combinées. C'est le pouvoir de prendre possession de vos propres pensées et de les diriger vers le but que vous désirez. Donc, quel est l'enseignement que Napoleon Hill a diffusé après son apprentissage auprès de Carnegie? Il est le suivant. L'enseignement primordial est que ce que l'esprit peut concevoir et croire par la pensée, il peut le transformer en réalité physique. C'est en quelque sorte une version de mind over matter, d'esprit qui domine la matière. Est-ce possible? Est-ce vrai? Faisons un petit test. Regardez autour de vous et comptez le nombre de fois où vous voyez des objets qui prennent leur origine dans une conception de la pensée humaine. Comparez ce nombre avec le nombre de choses qui n'en proviennent pas. Mais attention à bien faire la différence. Des exemples du pouvoir de la pensée, nous voyons ça dans le domaine du sport, la préparation mentale des champions. Nous avons des visualisations depuis un très jeune âge des stars du tennis comme Djokovic et Nadal qui, dès un très jeune âge, avaient déclaré qu'ils voulaient être numéro 1 mondial. Nous avons dans le domaine des inventeurs, toute invention qui commence par une image mentale, la croyance en soi, la persévérance face aux échecs. Nous avons des personnages comme Thomas Edison, les Wright Brothers qui ont inventé l'aviation moderne, Albert Einstein avec sa découverte de la théorie de la relativité restreinte qui lui a pris plusieurs années. Nous avons des hommes d'affaires, le succès de grands hommes d'affaires, d'acteurs, d'écrivains célèbres qui ont visualisé leur succès depuis un jeune âge, qui ont confiance en soi, qui travaillent pour maîtriser leur champ de compétences avec une flexibilité mentale. Donc nous avons des exemples comme Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson, Sarah Blakely et d'autres. Mais vous posez la question, vraiment, est-ce pour moi? Qu'ai-je en commun avec ces personnes? Quelles sont mes chances de devenir un autre Bill Gates, une autre Sarah Blakely, un Steve Jobs ou Lionel Messi? Et puis, vous pouvez vous dire aussi, mais ça ne m'intéresse pas tellement de devenir cette personne-là. Je veux être moi-même. Mais néanmoins, l'enseignement de Napoleon Hill peut vous aider à comprendre et à accéder à cette ressource interne qui est la vôtre. Le pouvoir de guider vos pensées vers votre but, quel qu'il soit. Votre vie, selon vous. Fonder une famille, exprimer votre créativité, trouver un job qui vous inspire, avoir un niveau de vie permettant de ne pas trop travailler et de vivre sainement, aller surfer tous les jours, ou d'autres choses. Donc, examinons maintenant des attitudes mentales qui sont source de plaisir futur, qui sont source de connexion avec des gens qui vont vous aider à avoir du succès, à réussir. Et nous allons contraster cette attitude d'abondance avec celle de rareté. Commençons avec l'attitude de rareté. L'attitude de rareté, qui est une attitude mentale, c'est un esprit de compétition. Ce que je gagne est forcément, on dépend de l'autre. La disparité des talents est telle que ce sont les meilleurs qui gagnent. Les meilleurs, les plus intelligents, les plus forts, les plus beaux.
si on a peu de talent, la seule façon de réussir, c'est de travailler dur, de réseauter, d'utiliser le piston ou de savonner la planche à l'autre. Il y a des menaces dans tous les recoins de la vie. Il vaut mieux être un prédateur qu'une proie. Certaines caractéristiques, on est orgueilleux, égocentré, on a peur de l'autre, on est sur la défensive, on voit une attitude trop sérieuse, fermée. Ces personnes-là ne peuvent pas résister à faire des reproches et à blâmer les autres. Et elles se concentrent sur les problèmes. Par contre, une attitude d'abondance, c'est de reconnaître que la vraie compétition, c'est avec soi-même, pour devenir meilleur dans son champ de prédilection. Tenir bon et avoir foi en son projet, même quand la concurrence est féroce. On doit comprendre qu'on a besoin des autres pour y arriver. La collaboration sélective est importante. Et ensuite, on doit partager le succès avec les gens qui vous ont aidé ou les gens qui vous entourent. L'ouverture d'esprit est très importante, sans jugement envers les autres, mais un bon discernement dans les personnes avec qui on s'associe. Une attitude souriante, relaxe, ouverte, confiante en soi, une démonstration sans démonstration d'égocentrisme, une attitude de gratitude. Et on est proactif pour trouver des solutions plutôt que de se focaliser sur les problèmes. Mais bien entendu, une attitude d'abondance est facilitée par le fait que, on a nos besoins élémentaires, les plus élémentaires de nourriture, nos besoins de survie qui sont déjà satisfaits. Donc prendre les rênes et maîtriser le maîtrisable. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Ça peut être difficile à entendre et à accepter, mais les leçons du courant de New Thought Movement sont celles-ci. Vos circonstances de vie, du passé, du présent, sont ce qu'elles sont. Mais vous n'êtes pas la victime de vos circonstances, même si celles-ci sont ou ont été difficiles et même périlleuses pour vous, et même si vous l'avez cru et vous le croyez encore. En quelque sorte, dans les pires des circonstances, vous avez toujours le choix de guider vos pensées vers des états mentaux qui vous feront moins de mal et surtout beaucoup plus de bien. Quelles sont les qualités à cultiver qui mènent au succès et à l'abondance? Comment les personnes qui vivent dans l'abondance se comportent-elles? Voici certaines des qualités répertoriées. Nous avons des personnes qui démontrent de l'assiduité, de la ténacité, de la créativité, de la rigueur avec eux-mêmes, de l'intelligence des affaires, qui savent ce qu'elles veulent et qui peuvent l'articuler, qui ont une grande puissance de concentration, sont passionnés par la vie, passionnés par les affaires, parfois charismatiques, qui ont des capacités de leadership, qui ont une capacité d'agir efficacement même quand l'environnement est stressant, qui ont une grande compréhension de leur champ opérationnel et de tendance, une grande capacité à développer un bon réseau de soutien, une curiosité et un désir d'apprendre des meilleurs dans tous les domaines, persévérance et capacité de rebondir rapidement après des échecs, qui sont engagés dans la vie avec les autres, qui ont une capacité d'écoute et de curiosité, qui sont en quête d'excellence et qui ont aussi une capacité à ne pas se laisser happer par les tâches mondaines de la vie. Je vous remercie pour votre attention.